Tortilleur de tôle, comme il aimait à se dire, mais surtout inventeur de génie dont la pensée constructive et l'œuvre, aujourd'hui reconnue par les plus grands architectes, comme par les plus grands collectionneurs d'art, ont à son époque été ignorées par le plus grand nombre. La première fin de cette histoire se termine en 1956 par l'inauguration de la Maison des Jours Meilleurs. Jean Prouvé a installé sur le quai Alexandre III la plus belle maison que je connaisse, le plus parfait moyen d'habitation, la plus étincelante chose construite. Et tout cela étant vrai, bâti, réalisé, conclusion d'une vie de recherche. Et c'est l'abbé Pierre qui la lui a commandée. Cette maison peu chère, confortable, conçue en quelques mois par Jean Prouvé et construite en quelques heures, était la réponse à la situation d'urgence que l'abbé Pierre avait fait connaître à tous par son appel de l'hiver 54. Il n'en fut construit que 5 exemplaires. Pourquoi ? Je suis né à Paris en avril 1901. Mais si je suis né à Paris, mes parents sont très vite revenus à Nancy. Jean Prouvé est le fils de Victor Prouvé, peintre et sculpteur, cofondateur avec Majorelle et Gallet de l'école de Nancy, dont il prend la direction à la mort de ce dernier. J'ai été accueilli par le ferronnier Robert, chez lequel j'ai fait un apprentissage de forgeron, à l'époque où on forgeait 12 heures par jour. Une anecdote de cette époque en dit long sur le caractère de Jean Prouvé. Il avait entendu en arrivant que Sub, le ferronnier en vogue de l'époque, ne l'appréciait pas et qu'il avait demandé à son contremaître de le mettre à l'épreuve sur de très grosses pièces. Après une semaine, à la surprise de tous, il s'en était très bien sorti. Épaté, Sub voulut l'embaucher immédiatement, mais Jean Prouvé le snoba et partit sans même prendre son salaire. Fierté toute normale ou tendance à un esprit cabochard qui lui jouera des tours tout au long de sa carrière. Nourri par l'esprit de l'école de Nancy et formé au travail du métal par son passage à l'atelier, Jean Prouvé rentre à Nancy où il crée son premier atelier en 1924. Les premières commandes y sont essentiellement locales. Très vite, le marché nancéen ne suffit plus à Jean Prouvé. Les mouvements porteurs de nouveaux concepts, de nouvelles formes, se développent ailleurs. Et puis ça vaut que je sorte une photo, là, de cette grille qui m'a été commandée en 5 minutes. Parce qu'il m'a dit d'un coup, bah, écoutez, je construis une maison nouvelle à Paris, j'ai besoin d'une grille. Il faut me faire la grille. Alors timidement, je lui ai dit, je vais vous faire un dessin et vous faire un devis. Il m'a dit non, ni dessin, ni devis, envoyez-moi une grille. Et c'était ma première commande à Paris. Commencent alors pour lui les innombrables allers-retours entre Nancy et Paris qui vont rythmer sa vie. Il les fera au volant de voitures rapides, son seul luxe, qu'il achètera au fil de sa carrière. Durant ces trajets, il réfléchit aux matériaux, aux formes, à la fabrication industrielle du bâti, au pliage du métal, technique qu'il préfère, car plus légère et solide, à celle du tube en vogue chez tous les nouveaux créateurs. À la fin des années 20, début des années 30, son petit atelier de la rue Custine à Nancy ne lui suffit plus. Il déménage rue des Jardiniers et s'équipe d'une plieuse qui va lui permettre de mettre en application sa réflexion sur le principe constructif. Des structures plus légères, plus solides, possibles à fabriquer en série. Pour Jean Prouvé, construire une chaise ou un bâtiment relève du même principe. Il va durant ces 10 années qui précèdent la guerre, alterner création de mobilier et collaboration à la conception de bâtiments avec les architectes Baudouin et Lotz, rencontrés à l'occasion du chantier d'un grand ensemble à Drancy, pour lequel il fournit les blocs fenêtres et volets, pour la première fois préfabriqués en usine. Ensemble, ils vont construire l'aéroclub de Buc, démonté pendant la guerre par les nazis et remonté en Allemagne, la Maison du Peuple de Clichy,
et la maison de week-end BLPS, exposée au Salon des Arts Ménagers en 1939, et qui fut volée sur le stand, ce qui enchanta Jean Prouvé, car c'était la preuve que sa maison était légère, démontable et transportable rapidement. Les Prouvé, depuis le milieu du XIXe siècle, sont des gens pour qui le travail est une valeur sociale d'abord, et pas seulement une valeur de production. Ces réflexions sur l'industrialisation du bâtiment ne sont entendues que par quelques novateurs. En 1939, l'un d'eux, Pierre Jeanneret, membre comme Prouvé de l'Union des artistes modernes, fait appel à lui pour la construction de bâtiments légers destinés à accueillir les ingénieurs, techniciens et ouvriers de l'usine de la Scale, construite à Issoire par les frères Perret. Septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne, Français et Anglais déclarent la guerre à l'Allemagne, la drôle de guerre commence. Jean Prouvé, mobilisé pour l'effort de guerre dans son usine, ne peut aller au front comme ses frères. Sa femme et ses enfants sont en Bretagne, et c'est alors qu'il leur rend visite qu'un coup de téléphone du général de génie Dumontier le fait rentrer de toute urgence. Il veut que Prouvé, dont il a entendu parler, lui construise quelques bâtiments de campagne, légers et mobiles, destinés à abriter les troupes du génie. Malgré l'absence d'une partie de ses collaborateurs mobilisés, Jean Prouvé répond à la commande en fabriquant de petites maisons de 4 mètres par 4 à la structure porteuse extérieure. C'est pour Jean Prouvé la première expérience de fabrication en série d'un bâtiment. Jean Prouvé a l'esprit rebelle, et la situation créée par l'occupant ne fait que renforcer ce trait de caractère et le pousse vers la résistance. Et tout d'abord résistance économique et inventivité pour faire avancer son travail et faire vivre son atelier malgré le manque de commandes et les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Pour faire face à la pénurie et à la misère de ces temps de guerre, Jean Prouvé, fidèle à ses convictions, organise également une résistance sociale. Il crée un jardin ouvrier pour les familles de ses employés et développe un système, les bonis, où coût du travail, prix de la matière première et frais fixes de l'entreprise sont discutés entre tous. Les bénéfices faits sur le travail sont en fin de mois répartis à parts égales sur les feuilles de paye des employés. Leur salaire de base restant fixe, quoi qu'il arrive. 1er septembre 1944, au cours de leur retraite, les Allemands mettent le feu au grand moulin de Villegrain, aggravant les pénuries et les restrictions pour la population nancéenne. La libération est largement due aux Américains, mais il y a tout de même une participation, une préparation de la part de la résistance. Le 15 septembre 1944, les hommes du colonel Milton Berger, du 134e régiment d'infanterie américaine, rentrent dans Nancy. Les troupes qui arrivent à Nancy sont les forces de la 3e armée américaine, qui est commandée par le général Patton. Des soldats américains sur la place Stanislas, la foule qui arrive, qui arrivait très vite et qui a été prévenue de bouche à oreille. Tout Nancy s'est jeté, place Stanislas, place de la Carrière. Tous les Français étaient là en hurlant, en criant, enfin c'était extraordinaire. Et j'ai une amie qui vient me dire « Mais c'est pas ton père qui est sur le balcon ?» Et si, c'était mon père. Et alors, ah ben il est maire. Figure-toi qu'il est maire. Voilà, maire de la ville. Extrait de la déclaration de Jean Prouvé au lendemain de sa nomination. Notre mandat est provisoire. Les élections envisagées décideront de ceux qui prendront les rênes plus tard. Pour l'heure, il faut que la ville fonctionne. Le travail ne manquera pas. Il hérite d'une ville, effectivement, qui souffre d'une disette considérable, qui manque de tout. Il faut dire les choses comme elles sont, qui manque de tout. Et qui, à l'approche de l'hiver, n'a rien pour envisager comment se chauffer, comment se nourrir, etc. On va reconstruire. Il faut patienter. C'est ce que, d'ailleurs, Jean Prouvé dit à la population. C'est ce que les autorités disent. On va avoir l'aide américaine. Il faut patienter. Jean Prouvé n'a que peu de moyens pour agir. Manque d'argent, pression multiple, enjeux politiques qui lui sont étrangers. Cette fonction qui l'éloigne de ses ateliers lui pèse, mais il essaye de faire de son mieux. Pour sa famille, malgré les difficultés du quotidien, la vie a repris. Elle est pour sa femme et ses filles pleine de joie, après ces années d'occupation marquées par la peur secrète de le voir disparaître. Il y a pour moi un cas de conscience.
Je ne peux ni ne veux abandonner mon métier et l'usine que je préside. Le 18 mai 1945, après les élections municipales auxquelles il ne s'est pas présenté, Jean Prouvé quitte ses fonctions de maire. À la même période, par l'un de ces curieux clins d'œil de l'histoire, l'abbé Pierre, qui était un membre actif de la Résistance, est élu député de Meurthe-et-Moselle. Les deux hommes se rencontreront 10 ans plus tard. 10 années de lutte contre la misère et le manque de logement pour l'abbé Pierre, 10 années d'espoir et de désillusion pour Jean Prouvé, qui va voir s'opposer à sa conception novatrice et humaniste de la construction, une vision productiviste qui, au nom du réalisme et de l'efficacité, va imposer une industrialisation du bâtiment qui aboutira à ce que l'on a appelé les cités dortoirs. Jean Prouvé, l'abbé Pierre Jean Prouvé, deux hommes dont les chemins ne pouvaient que se croiser un jour. Jean Prouvé est de ceux qui défendent l'idée de l'habitat d'urgence. Ces maisons pour les sinistrés de Lorraine illustrent bien cette volonté. Une construction rapide, possible à industrialiser, adaptée à la situation, peu chère, confortable. En fait, lorsqu'il y avait une idée de construction, un programme de construction à réaliser, nous nous réunissions des dessinateurs à l'exécutant. Et nous devisions sur ce qu'il fallait faire. Vous savez que je voulais faire la construction légère. Et il nous est venu l'idée de faire des maisons en tôle fine. Et de suite, nous avons été conduits à composer une architecture absolument différente de celle qui se pratiquait à ce moment-là. Le portique. Et cette poutre transversale branchée sur le portique. Ces seuls éléments constituaient la structure de la maison. Je reviens sur la légèreté. Tous ces éléments pourraient être transportés par un seul homme. Sa pensée va à l'encontre de celle des grosses entreprises du bâtiment qui, elles, veulent rationaliser la construction, mais dans un souci de rentabilité. Chacun donc fourbit ses armes. Pour l'instant, les Français doivent patienter. Les urgences gouvernementales sont ailleurs. En fait, la France était très pauvre et jusqu'à l'arrivée du plan Marshall, c'est-à-dire au moins 3 ans après la fin de la guerre, l'État était pauvre et n'avait pas beaucoup d'argent. Donc le peu qui était là a été plus ou moins investi, mais pas du tout seulement dans la reconstruction. Il y avait bien d'autres choses, et en particulier ceux qu'on appelait les modernisateurs, qui voulaient faire un plan de modernisation et qui disaient l'habitat, c'est pas ce qui compte c'est les usines, c'est les infrastructures et l'argent est allé là. Pour Jean Prouvé, cette période d'après-guerre est une période de grosse activité. Si la Sarre l'occupe et remplit ses espoirs, ses ateliers de la rue des Jardiniers tournent à plein régime. Cloisons mobiles, mobilier pour les administrations et les entreprises, et déclinaison dans les différentes tailles et formes de la maison à portique. Après la guerre, s'est posée la question du développement. Nous ne pouvions plus travailler dans les rues de Nancy. Il y a un ami auquel je dois une grande reconnaissance, un industriel nancéen, M. Schwartz, m'a conseillé de mettre la main sur un terrain situé au nord de Nancy. Ce que j'ai fait, ça a été la création des ateliers de Maxéville. D'une dizaine de compagnons rue Custine, les ateliers sont passés à 60 avant-guerre rue des Jardiniers, puis à 100 à Maxéville fin 49, et emploieront à leur apogée en 1951 jusqu'à 220 personnes. La difficulté pour lui va être le passage de la rue des Jardiniers aux ateliers de Maxéville. On est sur une période charnière où il faut à la fois continuer à produire des biens, en particulier des cloisons, ce qui va se faire aux Jardiniers, et en même temps fabriquer ce futur lieu de travail. Donc ça, c'est on va dire qu'en gros, il y a une période d'une année comme ça qui va être assez difficile au niveau de Prouvé, pour abandonner, ou en tout cas pas complètement abandonner l'outil qui est celui de la rue des Jardiniers, pour aller vers cet outil de Maxéville qui devait porter, qui devait en fait être rendu rentable par les productions que tout le monde espérait à cette époque-là, et notamment celle de la Sarre. Les difficultés d'approvisionnement en acier, matériau choisi par Jean Prouvé pour ses projets de maison, et le refus des populations locales de voir se prolonger le mandat français, aboutissent en 1947 à l'abandon du projet de la Sarre. Jean Prouvé va alors se lancer dans l'étude et la fabrication de nouveaux prototypes pour répondre aux demandes de chantiers expérimentaux lancés par son ami Claudius Petit, nommé ministre de l'Urbanisme et de la Reconstruction.
Chez Prouvé, c'est assez étonnant. Je crois que le prototype n'a jamais été le vrai point de départ de l'industrialisation, mais plutôt la fin de son processus de conception à lui. Et donc, en tant que processus de conception, il est toujours en train de retravailler dessus, et son prototype, il évolue tout le temps. Alors que le vrai prototype, si on peut s'autoriser ce vocabulaire, dans le modèle industriel, il ne va pas être remis en cause, ou en tout cas pas fondamentalement remis en cause. Il sert plutôt à préparer tout ce qui va être fabriqué autour. Alors ça, c'est assez intéressant quand on parle du passage des jardiniers à Maxéville. Effectivement, il y a cette idée forte que le prototype doit pouvoir être encore continué dans ces ateliers-là, avant peut-être de dégager complètement les règles, les moyens qui pourraient être portés ou externalisés vers d'autres usines. J'ai très vite constaté que l'argent était accompagné par des hommes, que ces hommes avaient des consignes très nettes de ces gros capitalistes. J'ai constaté qu'ils n'avaient absolument rien compris à ce que je faisais. Pour eux, j'étais un dingue qui faisait des maisons comme il ne fallait pas et qui, au lieu d'employer des kilos d'aluminium, s'efforçait d'en réduire la consommation, enfin des choses comme ça. Il construit sa maison dans les Hauts de Nancy, sur un terrain réputé inconstructible. Encore un prototype, aujourd'hui classé monument historique. Certes, Jean Prouvé est un homme de prototype, mais sa volonté d'industrialisation est réelle, et l'absence de commandes de séries importantes est avant tout le résultat de choix idéologiques et politiques, justifiés par les priorités économiques des pouvoirs en place. Là où Prouvé propose pour ses maisons et immeubles économie de matières premières, cadre de vie, mobilité, une conception réfléchie en usine avec des équipes d'ouvriers qualifiés, des techniques et des matériaux nouveaux, les grands groupes du bâtiment pensent rationalisation du travail, économie de main-d'œuvre, usage massif du béton. On en sait aujourd'hui le résultat. Dans ce début des années 50, alors que des centaines de milliers de Français vivent dans des conditions déplorables quand ils ne sont pas dans la rue, seule l'inflation, mal économique du moment, semble mobiliser le gouvernement et les économistes de l'époque. Quelques groupes politiques et individualités se dressent alors contre cette fatalité édictée par l'économie. Les amis, une bataille a été commencée pour réveiller la conscience, l'intelligence des Français sur ce drame, ce problème. Certes, il n'y a pas rien de fait, mais il y a encore tellement à faire. Michel Bataille, jeune architecte qui a rejoint Jean Prouvé après son départ des ateliers de Maxéville, a l'idée d'aller voir l'abbé Pierre, qui cherche alors à faire développer un modèle de maison à construire en série. Pour réaliser ces centaines de maisons, un geste. Il suffit de 15 000 de ces vignettes pour monter une maison des jours meilleurs. Cette maison a été conçue spécialement pour être réalisée en grande série grâce à un montage accéléré en 4 phases. Une plateforme en ciment, le bloc ménager, les cloisons, les murs et le toit. Ainsi, grâce à vous, le 20 février au matin, l'abbé Pierre donnait le signal du montage de la première maison des jours meilleurs. Je suis allée avec ma mère le jour de l'inauguration. Ah bon, On venait de Nancy, exprès, avec ma mère le jour de l'inauguration. Et alors, ça a été une très grande émotion pour maman, parce qu'on est arrivé sur le quai, il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus que le sous-sol en ciment. Et maman a eu une émotion à ce moment-là horrible, et c'était parce qu'il faisait une démonstration du montage. Tout avait été démonté pour que la maison soit remontée en public, montrer comment ça se montait rapidement. Oui, c'est ça. Et alors c'était rigolo parce que tout était étudié comme toujours pour que les éléments soient portés par 2 personnes. Et il y avait tous les compagnons d'Emmaüs qui étaient là tellement contents qu'ils se mettaient à 6, 7, 8 pour porter le moindre truc. C'était très rigolo, donc la démonstration du montage dans la simplicité, c'était pas évident, mais c'était magnifique. Grâce à vous, il y aura encore des dizaines et des dizaines de maisons comme celle-ci, qui n'est pas seulement un modèle d'exposition, mais déjà un foyer, celui de la famille Violet, 4 personnes. Avant Pâques, elle sera démontée et remontée à Neuilly-Plaisance, son emplacement définitif. La maison que vous venez de voir, elle sera construite en grande série, à travers toutes les grandes agglomérations de France au cours de l'année qui vient. Les pouvoirs publics, prétextant le manque d'ouverture vers l'extérieur du bloc sanitaire, ne donnèrent pas leur agrément à cette maison novatrice. Il n'en fut construit que 5 exemplaires. Un espoir s'éteignait. L'ordre des architectes et les grands groupes du bâtiment pouvaient dormir tranquilles.
Quel était son prix par rapport aux autres maisons de l'époque? Réalisé dans des séries raisonnables, 20 à 30% moins cher que ce qu'on construisait à ce moment-là. Pourquoi cette diffusion n'a pas été... Mais parce qu'à la disposition de cette maison, de par le choix des techniques qui ont été appliquées, conduisait à une architecture très nouvelle d'aspect d'abord, et des distributions intérieures nouvelles. Alors il fallait passer par tous les services de contrôle. Vous avez été un peu un gêneur pour pas mal de gens dans la profession. Ingénieur. Un gêneur, vous avez gêné pas mal de monde, en particulier les gens du béton. Oui, je n'ai jamais eu l'intention de gêner qui que ce soit, mais on m'a dit que j'avais gêné. Je ne peux pas dire que je m'en sois aperçu moi-même. Durant les 20 années qui suivirent, Jean Prouvé continua à se battre, à inventer et à transmettre son savoir. Vers la fin de sa vie, la reconnaissance et les honneurs dont il n'avait que faire arrivèrent enfin. Aujourd'hui, sa pensée constructive inspire nombre de grands architectes et son œuvre est reconnue de par le monde comme celle d'un des plus grands designers et innovateurs architecturaux de son époque. En un mot, un artiste.